Bonjour à tous. Les questions que vous venez de poser sont une très bonne introduction, je pense, à la première table ronde, qui est donc sur quelle place pour l'idéal de demain. Vous avez déjà le combat pour la place aujourd'hui, et il y a des fortes évolutions qui arrivent. Nous avons le plaisir pour cette première table ronde d'accueillir dans l'ordre alphabétique Frédéric Bizard, économiste de la santé. Il arrive, il est dans le métro, il a eu un petit problème de métro, donc il est en train d'arriver. Arnaud Corvézier, qui est directeur de l'offre de soins de l'ARS Île-de-France. Albert Lottmann, directeur général de la CPAM de l'Essonne. Vincent Cluzot, membre du bureau de France Asso Santé et vice-président du conseil territorial de l'Essonne. Et enfin, Fatima Saïd d'Auvergne, présidente de la FEMASIF. Moi, je suis Renaud Degas, je suis journaliste et directeur du média La Veille des acteurs de santé. Et vraiment merci de m'offrir l'opportunité de cette journée, parce que les trois thèmes qui sont abordés pour moi sont essentiels. Et il y a une chose que j'observe, parce qu'on travaille nous beaucoup pour les professionnels de santé. Plus une profession est au courant, sensibilisée à son écosystème, aux enjeux, aux nationaux, régionaux, plus ensuite elle est capable de se mobiliser au bon endroit, je dirais. Parce que parfois il y a des colères qui sont légitimes, mais qui ne permettent pas d'avancer, alors qu'il y a peut-être des choses plus subtiles, mais qui permettent d'avancer de façon intéressante. Je vous propose pour cette table ronde d'être en deux grandes parties. On va faire un tour de table pour que chacun puisse déjà exprimer sa vision de la thématique, c'est sur la place de l'ITEL de demain. Et puis nous aurons une séquence débat autour de 2-3 thèmes. Et enfin, bien sûr, on a prévu pour les 3 tables rondes en plénière 10 à 15 minutes d'échange avec vous. Donc que ça soit par l'application ou par la prise de parole via le micro. À tout honneur, voilà, c'est à vous, monsieur Cluzot. Vous êtes patient, on est tous là en fait pour vous, puisque vous êtes l'objet de toutes nos attentions au final. Première question, comment vous voyez le rôle aujourd'hui des infirmiers libéraux, et demain, comment vous projetez, comment vous imaginez leur rôle auprès de vous? Merci de me donner la parole. Les infirmiers libéraux, pour nous patients, sont des éléments très importants du système de santé. C'est souvent le dernier recours des patients. Et puis le fait qu'on puisse leur donner maintenant une extension de leurs actes, pour nous, c'est vraiment très très important. Je prends l'exemple des infirmiers libéraux en race campagne. J'habite dans un département qui a une grosse zone noire, un désert médical. Et souvent, l'infirmière libérale, ou l'infirmier libéral, pardon, excusez-moi, est souvent la personne qui côtoie le plus le patient. Je connais des personnes âgées pour qui la visite de l'infirmière qui vient leur faire les soins est peut-être la seule visite qu'ils auront de la journée. Ça, c'est très très important. Et pour la deuxième partie de votre question, je pense que demain, il faudra encore plus définir vraiment ce qu'est l'infirmier libéral, quels sont ses droits, ses devoirs. Et je pense qu'avec l'arrivée des IPA, on devrait pouvoir avoir quelque chose de correct. Merci monsieur. Je pense que le constat qu'aujourd'hui les infirmiers libéraux sont les professionnels de santé au domicile des patients. L'épisode Covid l'a démontré s'il fallait encore le faire, mais là ça a été éclatant. Monsieur Lottmann, quelle est l'approche de l'assurance maladie sur l'évolution du rôle des infirmiers libéraux? Vous avez traversé, comme tout le monde, la période Covid, on a vu ce que ça en était. Est-ce que ça a changé votre vision? Et surtout, pour demain, comment la CPAM souhaite travailler avec les infirmiers libéraux autour de missions naissantes et à venir? Vous savez qu'en octobre, il y a la reprise des débats parlementaires avec le fameux amendement sur les infirmiers référents
référent. Voilà, comment vous vous situez dans cette problématique d'évolution de la profession? Bon, en 3 minutes, c'est pas évident, hein, mais... Je vais jusqu'à 5. Non, 5 minutes. Alors, moi, je risque d'enfiler les généralités, mais on pourra préciser un peu dans l'échange tout à l'heure avec la salle. Dans un pays vieillissant, dans un pays en transition épidémiologique avec la place aujourd'hui qu'occupent les pathologies chroniques, etc., l'enjeu important de transformation du système de santé, c'est d'arriver à proposer, à organiser un travail en équipe autour du patient, dans une approche pluriprofessionnelle, où chaque professionnel de santé apporte le maximum de la valeur ajoutée qu'il peut apporter au collectif, ce qui n'a pas toujours été le cas voilà, dans notre organisation très cloisonnée, très sectorisée, et parfois un peu corporatiste. Et donc, ce changement-là, c'est un changement culturel. Et c'est un changement où on réinterroge la place de chacun, pas seulement les infirmiers et les IPA, mais aussi les pharmaciens, mais aussi toute une série d'acteurs comme ça, de proximité. On parlait de la personne âgée, là. La personne âgée, quand elle n'est pas du tout autonome, effectivement, l'infirmier joue un rôle majeur. Le pharmacien joue aussi un rôle très important. C'est souvent le professionnel de santé qu'on voit le plus souvent aussi. Donc, comment on développe effectivement l'idée que le bon soin, c'est un travail d'équipe? Ce n'est pas remplacer, contrairement à ce que certains craignent, le médecin par un pharmacien ou par un infirmier. Personne, je crois même personne dans cette salle, n'a ce projet-là. Mais c'est de mieux organiser la complémentarité de ce travail en équipe. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, concrètement? Donc, moi, je suis ici à la fois comme CPAM de l'Essonne, mais comme directeur en charge de la coordination de l'assurance maladie en Île-de-France. C'est, dans les négociations conventionnelles, arriver à la fois à faire évoluer les modèles économiques. Sur l'IPA, il se passe des choses, mais je reconnais volontiers que le modèle économique de l'IPA en libéral, on n'y est pas encore. Mais vous avez vu quand même que cet été-là, il y a un peu, entre l'avenant neuf et cet été, il y a quelques avancées, notamment pour accompagner financièrement des infirmiers qui veulent se lancer dans les études, le cursus pour devenir IPA, une compensation de la perte d'activité qui était quand même jusque-là un vrai frein. Mais ça ne suffit pas. Mais en tout cas, nous, on croit beaucoup au rôle de l'IPA. On voit que ça marche très bien à l'hôpital. Et je pense que c'est important. Sur le rôle des infirmiers dans l'exercice coordonné, vous avez parlé MSP, CPTS. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un peu de confusion sur le rôle et la place de chacun. Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à réexpliquer sur ce qu'est une CPT, sur ce qu'elle doit être. Mais on voit bien que le rôle de la profession des infirmiers dans le fonctionnement de cette culture de l'exercice pluripro, il est majeur aujourd'hui. Et il faut le reconnaître. Et nous, on continue à essayer de soutenir ça. Vous savez à quel point, notamment dans le financement des CPTS, l'assurance maladie est mobilisée. D'ailleurs, certains pensent qu'on y met trop d'argent. Et donc, ça prouve qu'on n'est pas là dans du bricolage. C'est un investissement significatif. Et puis les nouvelles compétences, c'est la vaccination. On a parlé du HPV tout à l'heure, j'ai entendu dans le propos introductif, mais ce n'est pas seulement ça. Vous avez vu l'extension aujourd'hui du rôle des infirmiers, à la fois dans l'acte de vaccination, mais aussi dans la prescription. Et ça, c'est un changement quand même important, qui il y a quelques années aurait été inenvisageable, et qui maintenant paraît logique et évident à tout le monde. Voilà, et donc... c'est pas que l'IPA, c'est d'une manière générale travailler sur les compétences et le rôle de l'ensemble des infirmiers dans le dispositif. Et puis, voilà, accepter aussi, ce que j'entends à travers un peu en creux et les échanges que j'ai dans les commissions conventionnelles, que parfois on a l'impression que même dans les CPTS, il y a de l'hétérogénéité sur le territoire de la région Île-de-France et que dans certains endroits, il y a encore de la part des médecins ou un peu de prévention et de difficulté à travailler avec les infirmiers. Le rôle de l'assurance maladie, c'est d'accompagner ça, de fluidifier
et un changement culturel ne se fait pas du jour au lendemain, et il ne se fait pas contre les acteurs. On a besoin de l'adhésion de tous, y compris des médecins. Et on le voit dans les MSP qui marchent bien ou dans les CPTS qui marchent bien, c'est parce qu'il y a des rapports de confiance qui s'installent petit à petit, et plus on se connaît, et plus on travaille ensemble, et plus ces rapports de confiance peuvent se nouer. Voilà quelques éléments, en tout cas dans un premier temps, pour répondre à votre question. Merci beaucoup. Question à votre voisin, qui vous avez aussi et avant tout cette vision régionale d'organisation du soin par rapport aux besoins de la population d'Île-de-France. Comment vous projetez le rôle de l'infirmier libéral demain par rapport à l'évolution des besoins, et un petit peu nous donner aussi une vision en fait de quoi on parle quand on parle d'Île-de-France en termes de grande masse, parce que c'est quand même une région un peu à part quand même, lourde en termes d'enjeux de santé. Donc quelle est votre vision à la fois de la situation sanitaire d'Île-de-France et puis du rôle de l'infirmier libéral dans cette situation ? Alors, avant de parler de nouvelles missions, de nouvelles compétences, donner quelques chiffres quand même pour situer la profession infirmière dans la région Île-de-France. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure en introduction, mais très clairement, les infirmiers sont en nombre insuffisant dans la région, et ils sont assez inégalement répartis. Alors, vous allez me dire, on pourrait dire ça d'autres professions de santé, hein, c'est vrai aussi pour les médecins généralistes, mais quand on regarde, juste, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais quelques-uns néanmoins. Densité des IDE en Île-de-France, 819 pour 100 000 habitants, à comparer aux 968 pour 100 000 habitants France entière. C'est quand même un écart significatif. L'IDF représente en Île-de-France 15,5% des infirmiers exerçant en Île-de-France, et on représente globalement, population francilienne, 19% de la population française. Donc là, on voit bien qu'il y a un écart aussi. Et l'exercice libéral est quand même plus minoritaire aussi dans la région que dans d'autres régions, 11% versus 20% dans France entière. Donc ça, c'est un état des lieux, mais dont il faut prendre effectivement, qu'il faut prendre en considération. Et puis bien sûr, la répartition, et là encore, c'est pas très original. La répartition est aussi très inégale, c'est-à-dire qu'il y a 2,4 fois plus d'infirmières à Paris qu'en Seine-Saint-Denis ou en Seine-et-Marne. Et quand on superpose un peu les densités, puisque on a effectivement un zonage infirmier comme il y a un zonage médecin généraliste, quand on les superpose, on retrouve à peu près, avec des différences néanmoins, mais il y a un peu moins de zones blanches avec les infirmiers qu'il y en a pour les médecins, mais effectivement, plus on s'éloigne de Paris intramuros et Petites Couronnes, plus on a des problématiques de difficulté d'accès aux soins pour la population. Donc, quand on a dit ça, c'est quand même un enjeu essentiel. Notamment, on forme malgré tout beaucoup de professionnels. Et notre jeu, c'est d'en former davantage. On a créé, alors c'est un travail que l'ARS mène en lien avec le Conseil régional, 500 places d'IFSI dans la région depuis 2020. Alors c'est insuffisant, il faut continuer cet effort-là sur 7000 places au total. Donc il faut en former davantage, et il faut aussi garder les professionnels lorsqu'on les forme, qui est un autre sujet, hein, compte tenu de la qualité de vie qu'on peut avoir dans d'autres régions, du coût de la vie qui est effectivement différent aussi dans la région Île-de-France. Donc à ce titre, et c'est un dispositif qui fonctionne plutôt bien, l'ARS accompagne les jeunes professionnels en cours de formation avec notamment les contrats d'allocation d'études. On y consacre 4,8 millions d'euros cette année. Donc c'est quand même un effort significatif qui permet effectivement de verser une allocation aux infirmiers qui ensuite ont un engagement de 18 mois. Donc ça permet aussi tout de suite après les études, plutôt que d'aller dans d'autres régions, de fixer dans la région des France des infirmiers qui pourront continuer un exercice hospitalier ou un exercice libéral, mais en tout cas dans la région, ce qui nous semble être un point important. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est vraiment des éléments essentiels en termes quantitatifs. Il y a bien sûr tout un volet qualitatif à développer. Vous le savez aussi, on est très sensible, je reviens juste sur le volet formation, parce que c'est un élément important, puis je ne pense pas qu'on en reparlera après. On a quand même beaucoup trop d'infirmiers aussi qui abandonnent leur parcours de formation en cours de route. Ça, c'est une vraie problématique sur laquelle nous travaillons avec les IFSI. Notamment, là aussi, on a une expérimentation avec le Conseil régional avec 4 IFSI.
Et cette expérimentation va nous permettre de suivre la qualité des terrains de stage et la qualité du tutorat organisé dans les établissements de santé pour que les infirmiers, parce qu'on s'aperçoit que le premier stage est assez essentiel et souvent il fait fuir les infirmiers quand il est mal géré ou mal supervisé. Donc ça, c'est un élément important et on va suivre. Juste une chose, il y a eu des études de l'adresse dessus, c'est un phénomène national en plus. Exactement. L'Île-de-France, mais effectivement, ça touche. Tout à fait, c'est un phénomène national, l'adresse avec le phénomène du premier stage qui est essentiel. Tout à fait. Et donc, on va suivre, au-delà d'ailleurs de cet accompagnement de 4 IFSI, on va essayer d'en tirer des bonnes pratiques qu'on va déployer ailleurs, et on va suivre une cohorte d'étudiants, donc les 200 étudiants, on va les suivre sur plusieurs années, ce qui va me permettre, au-delà de la formation immédiate, de voir un peu les difficultés dans la prise de poste et les premières années du parcours professionnel. Donc ça, effectivement, sont les éléments importants de l'entrée dans le métier. En ce qui concerne les nouvelles compétences, et je vais rejoindre effectivement ce qui a été dit par Albert Lottmann, puisqu'il y a un travail conjoint assurance maladie ARS sur ces sujets, notamment d'accompagnement. Moi, je crois beaucoup, enfin nous croyons beaucoup à l'intégration des infirmiers dans l'exercice coordonné. Et je pense qu'il y a un rôle très fort de l'infirmier dans l'organisation territoriale des soins. Donc bien sûr, pas isolément, pris dans le cadre d'une équipe. Mais c'est un élément qui, effectivement, qui est pas si bien connu que ça. On en parle beaucoup de maisons de santé professionnelles, de CPTS, d'équipes de soins primaires, d'équipes de soins spécialisés. Pour autant, je pense que c'est encore un peu méconnu sur le rôle des uns des autres de ces structurations d'organisation. Et d'ailleurs, pour en revenir sur la formation, je pense qu'on aura besoin aussi, dans la formation initiale et continue, de mieux parler de ces dispositifs de travail en exercice coordonné. Parce qu'effectivement, on a besoin de le développer et c'est une aspiration des jeunes, c'est pas uniquement un besoin, c'est un besoin pour le patient, parce que je pense que c'est mieux pour le patient d'être accompagné par une équipe, a fortiori quand les ressources sont rares, mais c'est aussi, on le voit bien à la fois sur les infirmiers, mais pour d'autres professionnels de santé, il y a une recherche d'intérêt de travailler dans un collectif, avec une certaine liberté d'organisation qu'on n'a peut-être pas de la même façon à l'hôpital, donc en exercice libéral notamment, mais une recherche effectivement de pouvoir travailler sur un certain nombre de projets. Et encore une fois, dans les compétences développées, on parle beaucoup de nouvelles compétences, mais il y a déjà des compétences qui sont mises en œuvre depuis plusieurs années et qui fonctionnent bien. Bon, on n'a pas parlé de la pratique avancée, on va sans doute y revenir plus en détail. Il y a un certain nombre de freins la FEMASIF a fait un travail dessus, peut-être qu'on pourra en dire quelques mots, qu'il faut lever. On accompagne aussi l'ARS, les infirmiers libéraux, notamment sur la période de formation, parce que c'est quand même pas évident de se former et de se financer durant cette période-là. On a accompagné depuis 2018 302 infirmiers libéraux accompagnés financièrement. C'est insuffisant, bien entendu, il faut continuer à développer ce travail, mais là aussi je pense que c'est vraiment l'intégration dans le parcours en lien avec le médecin traitant. C'est un élément, à mon avis, important. Dans les compétences à développer, mais qui sont d'ores et déjà développées, je pense que c'est important, on le voit bien que l'aspiration à l'exercice libéral, en tout cas de ce qui nous revient, c'est de pouvoir avoir un rôle de proximité et durable autour du patient, développer des compétences et être reconnu pour son expertise. Et l'expertise, elle existe. Effectivement, je peux te donner quelques exemples des soins d'expertise à domicile, que ce soit les chimiothérapies, les portes à 4, les stomies, la plaie, la cicatrisation. Ce sont des soins d'expertise réalisés, que vous réalisez, et qui sont effectivement déjà des compétences très pointues et dont on a de plus en plus besoin. Et puis, je pense qu'on va revenir aussi sur ce rôle et cette reconnaissance de ce métier. Et notamment, vous avez évoqué la proposition de loi qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Effectivement, pouvoir, de la même manière qu'on a un médecin traitant, pouvoir avoir une infirmière référente désignée ou un infirmier référent désigné, ça permet aussi, ça replace aussi le professionnel de santé infirmier dans une transformation du métier et un rôle qui est mieux reconnu. Merci Monsieur Corvézier.
Madame Saïd d'Auvergne, ce que vous venez d'entendre, est-ce que ça vous convient? Mais au-delà de ça, quelles sont, vous, votre vision des enjeux de la profession? Et j'entends une petite musique, si je puis permettre, c'est que dans l'évolution, alors la coordination, vous allez y revenir, mais aussi l'ensemble, la globalité entre les infirmiers, je dirais les IDEL, de base, sans les IDEL, et les IPA. Et l'évolution des missions, c'est pas que les IPA, c'est les IDEL aussi. Il y a peut-être une question autour de ça, en tout cas de la place. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, il y a différents aspects quand même que j'aimerais reprendre. Bon, aujourd'hui, je suis là pour la Fédération des maisons de santé d'Île-de-France et pour défendre effectivement les compétences infirmières, mais surtout l'exercice coordonné en fait. Donc ce que j'ai entendu là de la part de M. Lottmann et M. Corvézy me convient parfaitement. Hein. On a bien compris que l'exercice en équipe, c'est l'exercice de demain. Et surtout, l'intégration des infirmières dans ces équipes est quelque chose d'hyper important, mais pas que. Et effectivement, les compétences des infirmières aujourd'hui ont changé. Donc, comme vous l'avez fait remarquer, elles ont évolué. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais qui, moi, me tient à cœur depuis longtemps. J'entends beaucoup infirmières, profession paramédicale, donc à côté du médecin. Un jour, est-ce qu'on arrivera à une profession à compétences médicales limitées ou peut-être? Est-ce qu'on a des compétences médicales, comme vous l'avez souligné, les porte-à-quatre, la plésicatrisation? Je pense que plésicatrisation, toutes les infirmières qui sont présentes aujourd'hui vont pouvoir me dire que c'est leur cœur de métier. Elles savent. Les médecins savent aussi qu'on sait. Ils ont arrêté de se battre. On fait la plésicate, c'est nos compétences à nous. Tout ce qui est chimiothérapie, surveillance à domicile, c'est la compétence de l'infirmière. Et demain, ce qui sera intéressant, c'est que non seulement nous ayons cette compétence, mais que nous puissions être reconnus dans ce rôle et pas seulement un rôle sur prescription et sur quelquefois une prescription qui ne veut rien dire et que nous sommes obligés, nous, d'adapter parce que nous savons ce qu'il y a à faire, en fait, en réalité. C'est ça, hein, Monsieur Lottmann, hein. Tous les jours, on le dit, les prescriptions médicales ne sont plus adaptées parce que le médecin ne connaît pas nos compétences, justement. Il ne sait pas ce que nous faisons en réalité et les prescriptions médicales auxquelles nous sommes soumis par l'assurance maladie ne correspondent pas. Donc ça, c'est vraiment... Bon, normalement, je fais exercice coordonné, mais je vais quand même mettre un petit peu de défense de l'infirmière parce que je suis infirmière de profession et c'est cette compétence-là que j'aimerais qu'on mette en avant aujourd'hui. Mais moi, je pense justement que quand on travaille ensemble dans une MSP, voilà, on apprend ça et les médecins découvrent justement ce que font les autres professions. Tout à fait, les infirmières, etc. Et à ce moment-là, ils prescrivent différemment. J'en arrivais à ça, cet exercice coordonné va vous permettre demain d'intégrer une équipe et dans cette équipe, vous apprenez à vous connaître. Parce que le gros frein aujourd'hui, l'exercice en silo entre professions, c'est qu'on ne se connaît pas en fait. Le médecin ne nous connaît pas, nous également, il y a des volets de l'exercice médical en libéral que nous ne connaissons pas. La sage-femme, on ne sait pas ce qu'elle fait. Le kiné, on sait brièvement, mais on n'est pas vraiment, on n'a pas toutes ces dimensions-là. Dans une maison de santé pluriprofessionnelle, vous allez former une équipe, vous allez apprendre à vous connaître les uns les autres, vous allez apprendre à formaliser un parcours de soins autour des professionnels qui vont s'occuper de ce patient avec leurs compétences qui leur sont propres, et chaque profession apporte une pierre à ce parcours de soins, et c'est une équipe entière qui va pouvoir prendre ce patient en charge. Donc ça, c'est l'exercice de demain, j'en suis largement convaincue. Et c'est dans cet aspect, c'est dans cette formation-là que l'infirmière va prendre tout son rôle et ça va lui permettre aussi de pouvoir mettre ses compétences à profit et de pouvoir les mettre au service du patient, parce que c'est vraiment ce que l'on souhaite en réalité. Donc moi, ce que j'ai entendu aussi, ça c'est le premier aspect, compétences MSP, je vous ai entendu parler de formation et de formation initiale. La MSP, l'exercice coordonné dans la formation initiale, c'est bien. Effectivement, il va falloir le mettre, mais pas que. On a besoin aussi, dans nos formations initiales, d'avoir toute cette dimension d'autonomie
de prescripteurs, parce que nous sommes prescripteurs, d'acteurs en prévention de santé publique, parce que nous sommes des acteurs de prévention santé publique, et au premier rang, nous sommes de premier recours, nous sommes la première barrière à la population, c'est nous qu'on voit en premier quasiment. Le médecin, demain, vous savez qu'il n'y en aura plus, donc qui reste sur le terrain si ce n'est pas nous, en réalité, et la population qui est chez elle, je ne vous parle pas de celle de l'hôpital. Il est bien prévu un plan pour qu'on ait un maintien à domicile de la population qui vieillit. C'est bien l'infirmière libérale qui va aller voir ces patients-là. Donc tout ce rôle préventif, d'expertise, d'analyse clinique, c'est l'infirmière qui l'aura. Ces rôles-là, il faut qu'ils soient inscrits quelque part, dans la formation initiale, dans un premier temps, qu'on comprenne bien qu'on n'est plus une profession soumise, mais une profession active, qu'on est au premier rang, on maille le territoire. Nous sommes la première profession de santé qui maille ce territoire et qui est auprès de la population, il me semble. Donc, voilà, formation initiale à revoir, Parcoursup, merci. On a vu ce que ça a donné Parcoursup. Je ne dis pas qu'il faut revenir au concours comme il y avait dans le temps, parce qu'il ne faudrait pas exagérer quand même, mais il y a quand même une évaluation des candidats qui rentrent dans cette profession. C'est une profession très difficile, avec un rapport humain que nous devons intégrer. Et effectivement, pourquoi le premier stage ? Parce que le premier stage, il se retrouve face aux patients et qui ne s'attendait pas à la maladie, puis il ne s'attendait pas à avoir des gens en difficulté et en stress. Donc forcément, un étudiant qui n'est pas préparé, qui n'a pas une bonne vision de cette profession, il abandonne. Je trouverais ça logique, presque. 2 minutes pour que sur les enjeux. Ça fait 5 minutes déjà. Oui, ouais. Pardon. Non, mais c'est tout à fait intéressant. Juste, j'aimerais bien avoir, une fois que vous avez un petit peu fait le tour des enjeux de la profession, la réaction de Frédéric Bizard sur l'ensemble de ses propos. Donc, les enjeux, je pense que je les ai dit. Oui, les enjeux, c'est ça. C'est que demain, la profession infirmière soit représentée partout, dans toutes les instances, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Et dans l'exercice coordonné, c'est vraiment ce qui sera demain, je pense, quasiment la norme pour tout le monde. On ne peut plus travailler isolé. Forcément, il faut qu'on travaille en équipe. Donc tout à l'heure, on vous fera... Je peux faire la promotion de mon atelier ou pas ? Je peux, Donc, on a un excellent atelier qui va vous expliquer ce qu'est une MSP, ce qu'est une CPTS, comment ça fonctionne, qui est dedans, à quoi ça sert, les rôles de chacun, pour essayer de répondre à la question de M. Corvézier. Effectivement, il y a un peu de flou. Donc la FEMASIF va vous expliquer un peu ce qu'il en est. Et l'enjeu, à part cet enjeu de compétence, c'est vraiment un enjeu hyper important, parce que aujourd'hui, l'infirmière d'aujourd'hui, elle est coordinatrice, elle va travailler sur la télémédecine, donc elle va devenir experte en, je ne sais pas comment ça s'appelle, cyber, je ne sais pas quoi. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments que je ne vais pas développer là, mais on pourra en débattre si vous voulez, mais effectivement, on pourra revenir c'est multicasquette. Oui. Et ça sera la pierre angulaire, à mon avis, du système de santé de demain. D'autant qu'on n'aura plus beaucoup de docteurs, donc il faudra bien qu'on se débrouille en fait. Merci beaucoup, y compris pour la petite coupure pub, parfait. Je sais faire ça. Sur l'atelier. Non, mais c'est vrai que c'est une des thématiques intéressantes sur l'offre de soins sur les territoires. Frédéric Bizard, vous êtes économiste de la santé, vous portez une vision profondément réformatrice du système. On a commencé à parler d'un certain nombre d'enjeux, d'évolution. Est-ce que, pour vous, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, la coordination, là. Et, je connais un petit peu la réponse, mais sont-elles suffisantes à vos yeux ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir invité à l'URPS. Je trouve que l'URPS est un très bon outil pour faire ce genre de rencontre transversale. Quand on commence à inviter un économiste de la santé, c'est vraiment on veut de la transversalité, parce que l'économie et la santé, oui d'ailleurs personne n'a parlé de moindre chiffre, donc tout va bien dès qu'on ne parle pas d'économie, ou tout du moins on pense économie en santé pour économiser de l'argent. Donc c'est pour vous dire la réputation, mais on est pleinement responsable de tout ça. C'est qu'évidemment l'économie c'est une vision stratégique des choses, une gestion stratégique des ressources, et on n'a pas été très bon pour entrer dans ce débat-là. Moi, 3 choses, je voudrais vous dire. La première, on parle là, on réfléchit, et évidemment, je suis d'accord avec les avancées, c'est-à-dire que ça va dans le bon sens. Je veux dire,
plus de prévention, plus de coordination, parlez-vous davantage, aimez-vous les uns les autres. Enfin bon, tout ça va évidemment dans le bon sens. Le seul problème, c'est qu'est-ce qu'on est à un stade où on a juste à gérer un système avec des avancées comme ça, les unes après les autres, à prendre un problème puis un autre. Non. Si notre système va mal, on est d'accord avec ça ou pas? Va mal. C'est pas parce qu'on manque de ressources humaines. On a parmi les meilleures ressources humaines au monde. Vous êtes un bon exemple. Plus 11 000 infirmiers, infirmières par an, plus 4 000 infirmiers, infirmières libérales par an. C'est quand même plus 2,1% par an. Bon, il y a de la ressource, d'une grande qualité en général. Deuxièmement, il y a de la ressource financière. On dépense un pognon de dingue, comme dirait le président de la République, parmi la plus haute dépense de PIB, 12,5 avec l'Allemagne, et puis, si on exclut et la Suisse, si on exclut les États-Unis. Et puis on n'a jamais connu un flux aussi important d'innovation technologique, thérapeutique. Mais on devrait nager dans le bonheur. On devrait nager dans le bonheur, ou tout du moins avoir un système beaucoup plus performant et dans lequel vous êtes beaucoup plus heureux et heureuse de travailler qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Or, c'est tout l'inverse qui se passe. D'accord? Donc, c'est bien que ce système, tel qu'il a été conçu, est mort. Pas dans ses fondations, mais dans sa déclinaison organisationnelle, financière et de gouvernance. Bon. Donc, c'est pas ici qu'on va le faire. J'ai créé, pour ceux qui me connaissent, un institut pour la refonte. Donc, il faudrait, moi je vous invite vraiment à passer, je sais pas, 10% de votre temps de réflexion sur le macro. Quel système demain? Nous, on l'a pensé, on l'a, il est prêt, vous pouvez aller jeter un œil, le critiquer, le prendre. Mais voilà, il faut penser ça. D'accord? Service public territorial de santé, un État stratège, une assurance maladie qui est un vrai cœur de la démocratie sanitaire entre les territoires et l'État, un seul financeur assurantiel par prestation. Enfin bon, bref, il faut brasser un peu tout ça. Hein, passer de l'offre à la demande. Vous voyez, je vois être directeur de l'offre. C'est pas, faut pas gérer à partir de l'offre. Il faut gérer à partir de quoi? Les besoins. Hey, monsieur a parlé de mon métier, l'humain. Oui, vous gérez de l'humain, vous gérez du besoin. C'est ça qui est intéressant. Le reste, c'est bon. Or, ce besoin, il s'est considérablement transformé. C'était dit par Lottmann Albert, qui dit oui, c'est pas les mêmes transitions épidémiologiques. Donc, c'est pour ça que ça ne peut pas marcher. On peut y mettre tous les acronymes et tous les outils qu'on veut, MSP, CPTS, machin. C'est pas ça qui changera la chose. Ça, c'est le premier point macro. Est-ce que c'est l'État qui va le faire? Non. Avec tout le respect que je peux avoir pour ceux qui travaillent pour l'État, on a bien vu que le président de la République, il sent les choses. Il a dit, il faut qu'on lance un CNR santé. Un an après des centaines d'heures de réunions, qu'est-ce qu'il en est sorti? Rien. Mais pas un peu, rien. Parce que c'est compliqué. Donc, et on peut toujours critiquer l'État et ceux qui le représentent, et on a raison. Mais l'État suivra. L'État, il veut le bien du peuple, il ne veut pas le mal du peuple, sauf qu'il y a des moments où il est impuissant. Il est impuissant pour réformer. Donc, il faut que la société civile se mobilise. D'accord? Donc, il faut se mobiliser, et en particulier les parties prenantes, mais tous les citoyens en général. Sur les infirmiers, évidemment que vous êtes un des piliers de la transformation. Moi, je suis dans le futur modèle. Pourquoi? Prendre 2 exemples. Virage ambulatoire, virage préventif. Voilà, vous avez une idée du niveau de vos honoraires, des dépenses liées à vos honoraires aujourd'hui? À peu près? Allez-y. 8 milliards 300 millions. D'accord? Les médecins généralistes, vous avez une idée de leurs dépenses d'honoraires? 8 milliards 200 millions. Donc en fait, vous représentez un bloc de dépenses plus important que la médecine générale. D'accord? Et votre bloc de dépenses augmente de l'ordre de 7% par an, le leur augmente de 1,5%. Donc c'est vous qui, demain, la bonne gestion de votre activité, mais évidemment, cette dépense, il faut le voir comme un investissement. Mais aujourd'hui, les pouvoirs publics ne peuvent le voir que comme une dépense, parce qu'on est sur
le vieux système linéaire où simplement on s'occupe de soins ponctuels et tout ça. Donc, vous savez, je reviens toujours au modèle, mais c'est... Comment est-ce qu'on peut essayer de transformer sur la chose? Je vais appliquer à moi-même ce que je recommande, c'est-à-dire partir des besoins. Vous couvrez 3 besoins. Premier besoin, que vous ne couvrez pas beaucoup parce qu'on ne vous permet pas de le faire, c'est le besoin de prévention. Bon. Bilan de prévention, je vois ça, tout ça, il manque juste à l'usage de la prévention. Vous voyez, on y va, on va dans le bon sens. Vous allez avoir un bilan de prévention, je crois, à la fin de l'année, sur le truc. Bon, le seul problème, c'est quand je demande, et qu'est-ce qu'on fait de ces bilans de prévention? Ben là, on ne sait pas. Mais ça va dans le bon sens. Le seul truc, c'est petits pas. La stratégie des petits pas, ben non. Il faut investir ce qu'on a fait dans le travail. On a investi 10 milliards. Il faut investir dans le capital humain. D'accord? Il faut investir, à évaluer ça, 10 milliards sur 5 ans dans le capital humain pour permettre à cette population vieillissante de vieillir en bonne santé. Là, vous êtes les acteurs clés de cette chose-là. D'accord? Donc, cette dépense supplémentaire, si tout d'un coup, vous l'orientez vers un axe de prévention. Deuxième axe, les affections de longue durée. 2/3 des dépenses de l'assurance maladie, 63%, plus de 110 milliards, qu'on essaie d'ordonner le plus possible. Mais globalement, il y a, à part les plans cancer qui ont vraiment fait un saut dans la prise en charge du cancer, globalement, tout ça est très, très désordonné. C'est un parcours de galère dès que vous avez une ALD. Pas un parcours de soins, c'est un parcours de galère. Bon, il y a des solutions contrathérapeutique. Mais là, vous avez une possibilité. Est-ce que c'est par de la consultation dédiée sur les ALD? Est-ce que c'est par les choses? J'entends les IPA. Les IPA, c'est tellement une bonne idée que ça serait bien de les rendre viables. Parce qu'après 5 ans ou je ne sais pas combien de temps qu'on a créé ce truc, qu'on n'ait pas trouvé le modèle économique au bout de 5 ans, vous voyez cette inertie. Même les bonnes idées, en fait, n'ont pas d'impact. Et s'il y a bien un exercice qui est adapté à l'IPA, c'est lequel, à votre avis? Ben, c'est le libéral. Parce que l'IPA, on l'a fait monter en compétences, et là, elle peut vraiment délivrer avec une pleine autonomie la chose. Or, sauf erreur de ma part, je crois qu'il n'y a pas d'IPA libéral, ou il y en a une trentaine, il n'y en a pas. S'il y en a, combien? Combien? Quelques-unes. Bon, il y en a quelques-unes, d'accord. Mais moi, j'écoute, hein, on me dit, c'est pas notre. Bon, donc, affection de longue durée. La troisième axe, c'est lequel? Sont les soins courants. Enfin, vous avez un rôle central, il paraît qu'il y a une désertification médicale, vous avez un rôle central en première ligne. Il serait peut-être temps de mettre les consultations de première ligne, les infirmières cliniciennes, enfin bon, tout ça, ça fait quand même 30 ans dans un certain nombre de pays. La permanence des soins, c'est bien que les urgences, les soins non programmés, tout ça, enfin, vous avez un rôle, soit j'ai pas compris votre métier, mais vous avez un rôle central. Mon point, c'est aussi de dire, et là, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas si on peut avoir une espèce de caméléon qui fasse tout ça. J'en doute, puisque vous êtes dans la réflexion de la référence des métiers, de la référence des compétences. Je ne sais pas. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y a, avec les pouvoirs publics, à voir comment est-ce qu'on oriente les compétences et les métiers. Je ne sais pas si c'est dans 2 sur 3 ou 1 sur 2. Vous savez, c'est comme les valences à l'hôpital. On fait de la recherche, on fait... Bon, je pense quand même qu'il y a certainement un tronc commun, évidemment, mais je pense qu'il y a quand même des valences sur lesquelles il faut travailler et sur lesquelles on se dit plus on dépensera dans cette valence-là supplémentaire, plus on fera des économies. Puisque on ne veut pas parler d'économie au sens de la science économique, mais évidemment tout est là. Où est-ce que j'ai intérêt d'investir 1 euro supplémentaire? On investit 400 millions de plus dans les soins infirmiers chaque année. Moi, si j'avais un peu de responsabilité de pouvoir public, je me dirais où est-ce que j'ai intérêt à les investir davantage, plutôt que de me dire est-ce que je fais une infirmière référente, est-ce que je fais le machin, un truc. Bon, mais je ne sais pas. Dernier point sur l'exercice libéral. Il y a comme partout plutôt une mauvaise presse sur l'exercice libéral. Et de la même façon que l'économie en santé est plutôt mise de côté, j'en prends... les économistes devraient en prendre l'intégrité, l'ensemble de la responsabilité. Je pense que les libéraux ont une part de responsabilité
dans cette chose-là. Je pense que dans le système de demain, qui sera centré sur l'usager depuis le temps qu'on le dit, centré sur le territoire depuis le temps qu'on le dit, mais avec un seul territoire, le même, même pas, avec les mêmes responsabilités, les mêmes droits et devoirs, vous êtes avant tout un infirmier, comme le médecin libéral est avant tout un médecin. Qu'il soit dans la fonction publique, dans l'exercice libéral, ce n'est pas le premier sujet. D'accord ? Donc je pense qu'il y a quand même une réflexion de se dire, avant d'être libéral, on est professionnel de santé. Donc on a les mêmes droits et devoirs que tous. Je pense que c'est une chose. La deuxième chose, en effet, c'est le modèle économique. Sortir de ce stakhanovisme, puisque sur les 7% de hausse par an depuis 10 ans, je prends une série pas trop longue, de hausse moyenne des dépenses, ce qui n'est pas rien, je vous dis 400 millions, vous avez une idée de la part représentée par le volume et la part représentée par les prix. À votre avis ? C'est 100% par les volumes. 100% par les volumes. Vos prix, ils n'ont pas augmenté depuis 10 ans. Non, mais attendez, ça on sait, très bien, mais ça rejoint le truc. Vous savez, moi, même un économiste, il ne peut pas vous mettre un moyen de paiement ou un prix quand il ne sait pas quelle est l'organisation et comment sont faites les choses. Donc pour le moment, on considère que vous faites de l'acte. Et comme vous êtes de plus en plus nombreuses, on ne vous augmente pas les prix. Donc c'est là où tout va ensemble. Et bien sûr que vous n'êtes pas... Mais on est tous encore une fois responsables. Donc dans la réflexion de la chose, il faut y mettre le modèle économique. Enfin, comment on peut créer des IPA sans y mettre le modèle économique ? Enfin, je suis désolé, mais ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Donc le modèle économique du libéral, il est à réinventer, ça... Quelques idées là-dessus, mais voilà, et n'attendez pas l'assurance maladie, l'État. L'assurance maladie, c'est devenu une direction centrale de l'État. Vous avez plus, il n'y a aucune autonomie de machin. Donc c'est le politique qu'il faut aller voir, pas avec toute la qualité des personnes qui sont dans ces institutions, mais c'est politique. Donc il faut avoir une action politique au sens d'organisation de la cité, parce qu'il faut tout réorganiser. Et en conclusion, quand on réfléchit et quand on a les idées claires sur tout ça, quand il y a un consensus sur tout ça, je vous assure que ça peut être puissant et ça peut aller très vite. Donc si je reviens à la richesse des ressources que j'ai abordées au début, ce trou dans lequel on est là, on peut en sortir quand même assez rapidement, d'où j'aurais fini sur une note, moi je suis très optimiste sur le moyen et long terme, mais sur le court terme, on est bien enquillé quand même. Bon, merci Frédéric, vous avez totalement tenu votre rôle d'agitateur d'idées et je sais que vous y croyez fort puisque vous avez fait un institut autour de votre modèle. Alors bien sûr, je ne vais pas vous demander aux uns aux autres si vous avez cette même vision, vous êtes chacun dans vos rôles. Par contre, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est effectivement les missions. Frédéric Bizard évoquait les ALD, la prévention et les soins courants. Est-ce que pour vous aussi, ces trois axes qui sont prioritaires et vous, monsieur, qui représentez les patients, est-ce que vous aussi, vous voyez ces besoins-là, ces trois besoins, comme prioritaires et sur lesquels vous attendez les infirmiers demain ? Oui, tout à fait. Alors, le micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, tout à fait, parce que, étant moi-même victime d'une ALD, puisque je suis diabétique, c'est vrai qu'il faut une présence beaucoup plus importante des infirmiers. Et puis, comment dire, c'est vraiment la personne avec qui on a la relation. Plus qu'avec avec le médecin, on voit plus souvent l'infirmier ou l'infirmière que le médecin. L'expression n'est pas belle, mais pour vous, c'est votre porte d'entrée ou votre interface avec le système de santé. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est pas seulement pour moi. Oui, non, quand je dis vous, c'est les témoignages aussi que vous avez des patients qui font partie de votre association. Peut-être une réaction sur ces trois missions. Est-ce que pour vous aussi, que ce soit vous qui représentez la profession, mais aussi l'assurance maladie, l'ARS, vous êtes dans cette vision-là de l'évolution de cette ressource, de cette ressource pour répondre aux besoins de soins de la population de la région ? Qui se lance ? Alors quelques mots là-dessus, c'est que je pense très clairement qu'il y a
par petites touches, certes, et pas en renversant la table nécessairement, mais en tout cas qu'il y a une cohérence d'ensemble dans les nouvelles compétences que les infirmiers exercent déjà depuis longtemps. On parle d'ALD, les protocoles ASALE, par exemple, sur le suivi des patients diabète de type 2, sur le suivi des malades BPCO, sur les problématiques de patients avec un suivi cardiovasculaire. Ce sont des choses qui existent, qui sont en place et qui fonctionnent bien et sur lesquelles la compétence de l'infirmier a été pleinement reconnue. Donc on est effectivement sur des compétences qui sont de plus en plus élargies. Ce qui manque encore un tout petit peu, parce que ça se fait par petites touches, on pourra reparler aussi du rôle de soins primaires qui se développe de plus en plus de l'infirmier, ce qui a été évoqué sur la vaccination en introduction par le président Meneghetti montre bien cette voie. C'est qu'on a tout un corpus de compétences et de reconnaissance du métier infirmier qui est en train de s'affirmer. Encore une fois, en complémentarité avec les autres acteurs de soins, en particulier le médecin traitant, et un rôle spécifique de suivi du parcours. Encore une fois, je trouve que cette idée d'infirmier référent au-delà du concept est intéressante parce qu'on a bien la triple mission de prévention aux soins primaires, également d'éducation thérapeutique du patient et de suivi direct du patient et de recours en lien avec le médecin. Donc on a bien une triple mission très forte qui, à mon avis, va être l'ADN du métier infirmier de demain. Par rapport à cette triple mission, on va garder du temps pour l'échange avec la salle parce qu'il faut que je fasse attention à l'heure. Peut-être du coup vous demander de réagir sur la mission, le questionnement sur le besoin ou non de spécialisation quelque part. Est-ce qu'à un moment donné, toutes les infirmières peuvent tout faire? Et troisièmement, alors je suis désolé, c'est 2 minutes pour un exposé d'1 heure chacun, en théorie, sur le modèle économique, parce que tout ça, effectivement, est-ce qu'il faut renverser la table et revoir complètement les choses? Monsieur Lotman, et ensuite Madame Dauvergne. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est compliqué dans la discussion. C'est si moi je prends ma casquette de prof à Sciences Po, je peux répondre à Frédéric Bizard. Comme je suis là en représentant l'assurance maladie dans la région Île-de-France et que c'est pas là. Bon, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit. L'assurance maladie, aujourd'hui c'est un service public et c'est un service public qui applique la politique de santé qui est développée par les pouvoirs publics. Et voilà, il n'y a aucun débat là-dessus. Moi je crois pas. Si j'essaye quand même de réunir un peu ce que je pense en étant sans se cacher derrière un côté institutionnel, moi je ne crois pas au grand soir. Je rejoins beaucoup ce qui a été dit par Arnaud Corbézier. Voilà. Oui, le système il va mal, ça c'est sûr. Et oui, il y a une forme d'urgence. Et moi j'ai lu avec attention ce qui est publié par l'Institut de Frédéric Bizard, comme par beaucoup d'autres acteurs qui réfléchissent. Moi, et puis je rencontre tous les jours des professionnels de santé et moi je ne veux pas opposer les uns aux autres, etc. Et ils ont tous leur vision de l'urgence et de la réponse et ils sont tous en colère et pour le coup ils n'ont pas la même vision les uns et les autres, quoi. Bon. Moi je crois quand même que la couverture, quand on regarde en Île-de-France, le nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles, le nombre de structures d'exercice coordonnées, en 2 ans, 3 ans, là, et ce n'est pas lié au Covid, mais il y a une accélération incroyable des modes d'exercice. Et donc, ce n'est pas de la cosmétique. Moi, je trouve qu'on est dans une transformation du système de santé autour de l'exercice pluripro qui va vite. Alors, ça pourrait aller encore plus vite, mais le gouvernement a lancé un grand plan là, de développement du nombre de maisons de santé pluriprofessionnelles. Et moi, je pense que c'est ce genre d'initiative. Je viens de faire un tour de France des CPTS, ce n'est pas le lieu d'en parler, etc. Mais moi, j'ai vu partout, alors qu'on s'attendait à trouver du découragement et un peu de difficulté de passer à l'échelle, etc. J'ai vu énormément de projets très concrets, y compris dans lesquels, encore une fois, les infirmiers jouent un rôle majeur. Parce que c'est vrai ce qu'a dit Madame Saïd Dauvergne, le professionnel de santé du domicile, et de la transition domiciliaire du grand âge, ça sera l'infirmier. Mais bon, juste un dernier mot sur le constat, sur le quantitatif, l'effet prix, l'effet volume, etc.
On n'a jamais mis autant d'argent dans le système de santé qu'aujourd'hui. On n'a jamais mis autant d'argent dans la profession d'infirmière qu'aujourd'hui. Et pour autant... Mais non, mais c'est... le BSI, en 3 ans, l'assurance maladie a mis 700 millions d'euros de plus. Et 700 millions d'euros, moi j'entends ce qui est dit, divisé par chaque infirmier, ça ne fait pas grand-chose, mais c'est quand même pas rien. Ça fait quand même plus de 2000 euros par infirmier. Donc... C'est trop brut, ça, comme chiffre, monsieur Lottmann. Non, mais... Non, ça ne va pas du tout. Frédéric Bizard, il prenait une approche macro en disant les pouvoirs publics globalement, et donc l'assurance maladie dedans, n'ont jamais mis autant d'argent dans le système. Et pour autant, ça craque de partout et on a un sentiment de pénurie généralisée. Qu'est-ce qui est l'élément? C'est pas juste une perte d'efficience ou une mauvaise organisation. C'est une vision. C'est la démographie. C'est la démographie et c'est le vieillissement. Non, mais bon, d'accord, mais on peut se balancer des trucs comme ça. Moi aussi, je peux me mettre à crier, hein, parce que on n'est pas venu pour ça. Je suis désolé. Donc, vous l'avez dit. Moi, j'étais pas là il y a 40 ans, d'accord? Non, attendez. Non, madame, vous agressez pas. Hein, c'était parce qu'elle portait la voix. C'était la démographie. Donc, de toute façon, on a un besoin de soins qui augmente de façon extrêmement forte. Ah, mais moi, j'y suis pour rien. Hein, donc, voilà. Donc, on essaye de comprendre ce qui se passe. On a aujourd'hui besoin, du coup, de travailler différemment pour gérer cette transition à la fois démographique et les affections de longue durée. On parlait de la chimiothérapie tout à l'heure, c'est beaucoup le cancer aujourd'hui. La prévalence au cancer, vous avez vu, il y a une étude encore la semaine dernière, sur les moins de 50 ans, elle a augmenté de façon considérable sur les 20 dernières années. Donc, le besoin de soins, la pression qu'il y a sur le système, elle est extrêmement forte. L'assurance maladie, aujourd'hui, elle travaille aux côtés des pouvoirs publics pour développer cette manière de prendre en charge différemment. Mais il ne faut pas penser... Moi, je ne vois pas de solution facile qui permette de faire des gains d'efficience majeurs qui vont permettre du jour au lendemain... les 10 prochaines années sont des années compliquées. Et quand je regarde les autres systèmes de santé qui sont organisés très différemment du système français, les infirmières ne sont pas même plus heureuses, hein, et les professionnels de santé, d'une manière générale, ne sont pas plus heureux. On est dans tous les pays occidentaux développés dans une crise importante, y compris de l'attractivité des métiers, y compris de la difficulté à aller au bout et à apporter le service. Donc c'est un défi qui n'est pas simple. Et moi, j'insiste parce que parfois, en écoutant Frédéric Bizard, j'avais l'impression qu'il y avait des solutions magiques qui suffiraient d'actionner. Et je suis désolé, mais je pense que c'est quand même très compliqué. Juste une chose. Alors, Renaud, attends, si tu me permets, je vais répondre quand même parce que c'est le cœur. Frédéric, juste une chose. On a besoin. Moi, je veux absolument que le micro passe dans la salle. Donc, je vous demande de réagir en 2 minutes chacun, voilà, et ensuite on passe à la salle. Voilà, je vais laisser Frédéric répondre parce que là il est lancé. Et avec tout le respect, cher Albert Lottmann, ne montez pas, je vois que vous êtes sensible sur les choses, on débat, hein, on a le droit d'être... mais quand même, vos propos, là, qu'on vient d'entendre, quand même, portent toute l'inertie du système. Enfin, c'est pas une question d'avoir tort ou raison, il y a un principe de réalité. On ne peut pas à la fois dire le système s'écroule et dire on continue ce qu'on fait depuis 30 ans, à petits pas. On a l'espoir que... Non. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tout est là. Vous savez, on appelle ça la tragédie des horizons. C'est exactement ce qui se passe avec le changement climatique. Allons-y pas à pas. Mais mon gars, d'abord, comme disait Keynes, sur le long terme, on sera tous morts. Donc si on pouvait juste être soignés d'ici la fin de notre vie... on peut partir, on devrait être capable. Vous savez qu'il y a quand même des gens qui meurent aujourd'hui aux urgences, des gens qui n'ont pas accès aux médicaments. Mais jusqu'où il faut descendre pour voir que ce qui est fait depuis 20 ans, il y a eu plein de choses très bien de faites depuis 20 ans, mais ça ne répond pas de façon suffisante aux enjeux. On peut au moins être d'accord là-dessus. Quand je vous disais qu'il n'y a pas de partage de diagnostic, vous venez d'entendre le propos, mais que tiennent 90% des hauts fonctionnaires. 90% des hauts fonctionnaires. Eh bien, une fois que vous avez entendu ça,
vous savez que vous perdez votre temps sur la chose. Mais, monsieur Hotman, je voudrais juste vous convaincre. Mais moi, je ne prétends pas avoir de solution. Je prétends travailler sur les solutions systémiques. Le systémique, ce n'est pas le grand soir. Enfin, si vous avez lu ce qu'on a fait, il n'y a aucune révolution. Le systémique, c'est on agit sur tous les boutons. Vous savez, un système de santé, c'est un tableau de bord, auquel il y a de la financement, il y a de la gouvernance, il y a de l'organisation, il y a truc. Et en effet, on agit sur tous ces tableaux de bord quand on repense la chose. Mais en conservant les fondamentaux, en conservant tous les acteurs, en conservant le socle républicain de la chose. C'est ça le systémique, c'est pas le grand soir. Et puis, ce qui me fait, et je ne terminerai pas là, ce qui me fait toujours sourire, c'est que le grand soir, on le fait depuis 1996, où l'État a tout raclé sur le passage. L'État a pris tous les pouvoirs, parce qu'on avait pensé que le système dépensait trop, parce que l'État n'avait pas assez. C'est une erreur originelle de 1996, amplifiée en 2010. Bon, on peut peut-être s'apercevoir que les ARS, ça ne marche pas. L'outil ARS, on peut savoir que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire un État qui décide de Je suis désolé, chacun en prend pour son grade. Non, mais on a le droit de mettre sur la table le crash test du Covid a montré que les ARS répondaient. Mais c'est l'outil. Il y a des gens formidables. On en a un là formidable. Il y a que des gens formidables dans les ARS, comme partout, évidemment. Bon, mais sauf que c'est pas le bon pilote. D'accord? C'est pas le bon pilote, l'État, partout. Et puis, plus on le rapproche du territoire, plus le drame s'accroît. Laissez bosser les gens dans les territoires avec une autonomie et une stratégie a priori. Faites la stratégie, laissez l'autonomie sur le territoire, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux, même si on fait que ça. Madame Saïd Dauvergne, juste pour qu'on réatterrisse sur l'avenir des infirmiers, parce que je pense que c'est passionnant, hein, tout à fait, mais je voudrais juste qu'on arrive à l'avenir des IDEL pour prendre ensuite quelques questions de la salle. Tout à fait. Mais il y a quand même un élément qu'on a oublié de prendre en compte, à mon avis, c'est que le système hospitalier va mal. Il va même très très mal. Donc du coup, toute cette masse de soins qui était habituellement traitée à l'hôpital part sur la ville. On n'était pas... on s'attendait peut-être pas à ça, on savait que ça allait aller mal, mais effectivement, on parlait des besoins, vous parliez des besoins de la population. On a vu, nous, en libéral, un accroissement énorme de ces besoins auxquels on a répondu, évidemment. S'associe à ça, dans les petits boutons systémiques dont vous parlez, j'entends, toute c'est très haut dans les sphères, c'est politique, là on est à l'URPS, effectivement c'est au gouvernement en national qu'on devrait en parler, mais tous ces boutons, on peut les actionner. S'il y en a un qui coince, les autres n'avanceront pas, c'est clair. Donc là, aujourd'hui, on a effectivement la démographie médicale en baisse, mais avec un corporatisme qui, lui, n'est jamais en baisse. Donc, de toute évidence, c'est un petit bouton qui ne fonctionne pas très très bien. La population, on avance petit à petit, très très petit à petit. Sauf que demain, la population, c'est pas petit à petit, monsieur Lotman. J'en fais partie, je vais vieillir, je ne sais pas qui va me soigner. Et effectivement, j'ai très très peur là. Et heureusement, j'ai des collègues infirmières. Je sais que je vais pouvoir compter sur elles. Donc voilà, on en est là en fait aujourd'hui. Donc demain, il va falloir qu'on prenne, nous, beaucoup plus de responsabilités, je ne dis pas qu'on pallie parce qu'on ne palliera jamais. Les professions sont bien alignées les unes à côté des autres. Elles travaillent les unes ensemble, les unes avec les autres. On ne remplace personne. Personne ne nous remplacera. Nous ne remplacerons pas les médecins et elles ne remplaceront pas les sages-femmes. Mais les responsabilités doivent être repartagées, les missions repartagées. Nous avons ces compétences-là. Nous savons le faire. Donc, effectivement, il y a un switch à faire quelque part. Je ne sais pas comment on va pouvoir le faire. Politiquement, on n'est pas encore arrivé à faire entendre ce que l'on dit. Peut-être qu'il y a des appareillages à faire, peut-être, certainement, au niveau du gouvernement. Donc oui, c'est politique. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Alors, on ne va pas apporter la réponse maintenant, malheureusement. Juste une chose, moi j'ai compris de tous les intervenants qu'il y avait une prescription faite à la profession, c'est de travailler ensemble, en coordonnée avec les autres professions. J'ai l'impression que c'est le point d'accord entre tout le monde ici. C'est ce qui va nous aider, je pense. Est-ce que, et là c'est une question à la salle, est-ce que c'est une démarche qui est intégrée chez chacun de vous? Est-ce que c'est quelque chose qui est
désirée? Est-ce que parce que souvent on dit les libéraux, ils sont libéraux justement pour être libres, et du coup, est-ce que libre, ça veut dire aussi coordonné? Voilà. Est-ce que cette direction-là est la vôtre aussi? Et bien sûr, ensuite, on va prendre 2-3 questions. On dérape un peu, mais on a un petit peu dérapé au début, donc je prends ce prétexte-là. Du temps de la table ronde qui commençait avec 5 minutes de retard. Donc, on va prendre 2-3 questions. Madame. Bonjour, je suis Julina Dessilis, infirmière libérale. On n'entend pas tellement bien. Peut-être. Je suis Julina Dessilis, infirmière libérale. En fait, c'est pas une question que j'ai, c'est que quand on nous dit, parce que moi je travaille pas dans une maison de santé, et en fait, quand on est infirmière, on n'attend pas à travailler dans une maison de santé pour savoir que si on a des soucis, on appelle le médecin, on appelle l'hôpital. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps en fait. Donc, on a toujours travaillé avec tout le monde, en fait. Dès qu'on a des soucis, on voit que le patient ne va pas bien, on appelle le médecin parce que, malheureusement, on a besoin d'ordonnances pour certaines choses. Donc, on n'attend pas d'être dans une maison de santé pour pouvoir faire de la prévention. Moi, là, avec la chaleur qu'il y a eu, je n'ai pas attendu à ce que le médecin me dise qu'il faut donner à boire à mes patients, en fait. À chaque passage, je leur donnais 2-3 verres d'eau. Je passais pour la méchante, mais je le faisais, donc... C'est une bonne question, mais en fait, l'exercice coordonné va au-delà de j'appelle le patient et j'appelle le médecin qui s'occupe de ce patient et je lui demande où on en parle. Un exercice coordonné, c'est la construction de parcours de soins, c'est des protocoles de coopération entre les différents professionnels, c'est des réflexions, c'est de l'expertise sur le territoire, c'est des missions complètes de prévention à destination d'une patientèle, mais c'est pas votre patientèle, c'est la patientèle de tous les professionnels de santé qui sont inclus dans cette maison de santé pluripro. C'est un domaine, c'est une dimension qui est un petit peu au-delà de j'appelle le médecin. En réalité, on parle d'exercice coordonné, c'est pas simplement prévenir ou discuter. On met en place des projets à destination de la population, que ce soit un projet de périnatalité avec une éducation thérapeutique ou avec d'autres éléments que l'on met en place en lien avec les professionnels, entre tous les professionnels. C'est ça, une maison de santé pluripro. Juste un point, on est bien d'accord que exercice coordonné ne veut pas dire forcément exercice en MSP. Absolument pas. Absolument pas. Le lieu le lieu ne conditionne pas la coordination. Non, on est bien le d'accord. lieu ne conditionne pas l'exercice coordonné. Ouais, moi, j'insiste beaucoup. J'insiste beaucoup. Et puis finalement, je rejoins là. J'étais d'accord avec la conclusion de Frédéric Bizard sur le fait qu'il ne fallait pas tout attendre ni de l'État central, local ou de l'assurance maladie. Et que c'est aux professionnels de santé de s'organiser sur le territoire et de trouver les réponses. Et en fonction du contexte d'un territoire, on le voit en Ile-de-France, d'un département à l'autre, on a parlé de la Seine-Saint-Denis tout à l'heure, les contextes ne sont pas les mêmes, etc. Et moi, je crois vraiment que pour le coup, le déploiement des CPTS, c'est des moyens et des outils qui sont donnés aux professionnels pour s'organiser entre eux. Alors évidemment, ça prend du temps. Au début, il faut structurer les choses. Les rapports de confiance se construisent petit à petit, etc. Mais la CPTS, ce n'est pas une structure effectrice de soins pour le patient, c'est une structure d'appui aux professionnels pour qu'ils s'organisent. Donc c'est tout à fait différent de la MSP. Voilà, je voulais le placer parce que tout à l'heure, il y a eu une question là-dessus. Alors je reconnais que parfois, tout ça doit se mettre en place, que ça se structure, que sur la prévention, pour le coup, il peut y avoir parfois des chevauchements parce qu'on peut avoir une MSP qui a une opération de prévention sur un thème et la CPTS se positionne sur... Tout ça est en train de se mettre en place, mais moi, je ne vois pas d'autres solutions. Mais en revanche, toutes les professions, il n'y a pas que vous, les médecins, les premiers, dès qu'on leur dit exercice coordonné, le structurer, l'organiser, travailler sur les délégations ou les transferts de tâches ou le partage de tâches, etc., travailler sur les compétences des uns et des autres et comment on les articule de façon la plus intelligente pour répondre aux besoins du patient, c'est pas du tout la même chose que de dire mais moi de toute façon j'avais toujours des contacts avec le pharmacien qui est en face du cabinet médical ou l'infirmière avec le médecin. Bien sûr qu'on ne travaille pas tout seul, personne ne travaille tout seul. Mais en revanche, on peut se structurer, organiser des parcours, etc. Et ça c'est un élément d'efficience et de capacité à travailler autrement. Parce que la confiance entre professionnels, entre infirmiers aussi, etc. C'est pas forcément dans un cabinet de groupe. On peut être dans un cabinet isolé, mais travailler avec d'autres, pourvu que ce soit structuré. La confiance, elle vient parce qu'on se connaît et qu'on travaille de la même manière.
que ce soit avec les médecins, avec les pharmaciens, entre infirmiers, etc. Et ça, c'est compliqué pour les médecins aujourd'hui, parfois, de concevoir que d'autres professions ont un rôle qui va s'accroître dans les années à venir, parce que c'est compliqué de parler des infirmiers aux médecins en général, parce qu'il n'y a pas les médecins et il n'y a pas les infirmiers, il y a tel ou tel médecin, et il y a des infirmiers qu'il connaît et avec qui il a des habitudes de travail. Et c'est ça, je crois, qu'on est en train de construire. Moi, je ne crois pas que ce soit trop lent ou pas du... Voilà, je pense que c'est la seule manière, aujourd'hui, au regard des postures des uns et des autres et de la difficulté de toutes les professions, parce qu'on est dans un temps qui est très compliqué pour toutes les professions, c'est en travers cette structuration de l'exercice pluripro. Les MSP, c'est un modèle, mais il peut y en avoir d'autres. Il y a aussi des... Voilà, mais en tout cas, c'est en structurant l'exercice pluripro. Et je crois que les CPTS ont un rôle d'incubateur de ce changement de culture. Et juste en complément de ce que vient de dire Albert Ottman, c'est un point qui me semble vraiment très important, c'est que le projet de santé, il est bien élaboré par les professionnels de santé qui nous remontent leur projet. C'est pas ni l'assurance maladie ni l'ARS qui donnent effectivement des objectifs précis sur les projets de santé. Il y a des projets d'initiative locale, et encore une fois, ce qui va se faire de la MSP à Provins et celle à Paris Intramuros, ça n'aura rien à voir, les problématiques seront différentes, et ça répondra aussi aux aspirations des professionnels en pluriprofessionnel de mettre en exergue telle ou telle thématique qu'on soutiendra, parce qu'encore une fois, on croit beaucoup à ces initiatives locales qui reposent sur le projet de santé. Frédéric Bizard. Oui, je réagis à deux choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est sûr que c'est un peu décourageant, mais c'est que par de la mobilisation et croire aux idées, à un moment, les idées s'imposent. Donc il faut, voilà, ce qu'on fait là, aujourd'hui, vous voyez, c'est un débat. Bon, c'est ça la démocratie, donc bien sûr qu'il faut y croire. Mais c'est mieux quand on a du contenu. C'est pour ça qu'on avance comme ça. Donc il ne faut pas désespérer, mais par contre, ça viendra d'en bas. Hein, et une fois que le politique dira c'est mûr, il ira. Sur la coordination, attention à ces mots valises qu'on entend depuis des années. On a entendu prévention, on a entendu coordination, on a entendu ces trucs. Coordination, c'est pour faire quoi ? Dans quelles conditions ? On est bien d'accord qu'il faut de la coordination entre les acteurs de santé. Mais je vois derrière le mot coordination, très souvent, vu de l'État, plutôt coercition et contrôle. Très souvent. Je vous mets dans des MSP, j'entends ce mot-là depuis voilà, longtemps, en tout cas là. Ouais, enfin, MSP, oui, ou autre chose. En quoi l'État doit structurer l'offre de soins ? Enfin, que l'État fasse son rôle de stratège. S'il y avait une politique de santé, ça serait bien. Hein, même les campagnes de com, vous avez vu pendant le truc prévention, ont été, pour vous dire, la faiblesse politique de ce secteur, qui est quand même un sujet. Hein, bon, on pourra en discuter. Mais non, mais bien sûr que c'est un sujet essentiel. Moi, je suis pour une santé qui a un poids politique équivalent aux autres fonctions régaliennes. Et c'est vrai dans tous les pays, ça. Hein, il y a une dépriorisation de la santé après le Covid qui est quand même quelque chose d'inquiétant. Et là aussi, c'est de la mobilisation pour le remettre. Le président de la République a fait de l'éducation un domaine réservé, qu'il fasse de la santé un domaine réservé. Mais ça dépend aussi de nous. Bon, c'est évidemment que c'est aussi important que les autres fonctions régaliennes. Donc ça, c'est un sujet. Mais dans la coordination, si on prend les trois axes que j'ai évoqués, il y a des moments où qui coordonne quoi ? Par exemple, la prévention. Vous avez un bilan de prévention. C'est très intéressant comme étape. Mais comme on va s'arrêter là, j'ai peur que ça ne donne rien. Est-ce que c'est l'infirmier qui est, avec ce bilan de prévention, le coordinateur en chef de ce qu'il faut faire après ? Comme on ne sait pas ce qu'on fera après, et il n'y a pas de moyens, et l'après n'est pas pensé, et donc on ne pense pas le truc. Mais vous voyez, ça c'est essentiel, par exemple. Donc, attention à ce que la coordination n'emprunte pas sur l'autonomie, la responsabilité professionnelle, qui restent des valeurs essentielles de notre système de santé tel qu'il a été conçu. Je trouve ça une très belle parole de fin, ça. Merci Frédéric. Malheureusement, on va pas pouvoir. Là, on est en train de déraper trop fortement.
c'est une pause, hein, on est en train de grignoter sur la pause, donc je pense que tout le monde a besoin d'aller s'aérer, voir un petit peu les stands, etc. Par contre, n'hésitez pas à discuter. Je pense que on a vu que le débat, en fait, à la fois au niveau régional et en plus emmène forcément vers une vision nationale du système. Ça, je trouve que c'est très intéressant à voir et à prendre conscience. Et pour être vraiment acteur, je retiens moi 2 choses. C'est effectivement, il faut rentrer dans une logique de coordination et que c'est pas juste et c'est autre chose. Peut-être que comme la digitalisation qu'on va voir tout à l'heure en table ronde numéro 2, ça s'apprend aussi. Et aussi le fait que votre avenir est entre vos mains et c'est votre dynamisme à vous qui fera bouger les choses. Voilà. Je vous donne rendez-vous à 11h15, peut-être 11h20 pour laisser un petit peu de temps. Voilà.